Bonjour, merci à vous d'être avec nous ce matin. On est très heureux d'accueillir Daniel Thompson, Jean-Pierre Lamonia. Ils sont donc avec nous pour vous parler du livre Mon père l'as des As. C'est toujours. Bonjour, merci d'être là un dimanche matin. Alors juste un petit mot, Jean-Pierre, avant de commencer. Juste pour vous dire que les personnes qui ont acheté le livre en même temps que la place, donc Daniel viendra après à la librairie, après la rencontre, pour la signature, et on vous remettra le livre. Et ceux qui ne l'ont pas acheté avant peuvent l'acheter après. Effectivement, merci d'être là, de vous être levé pour venir nous voir. Eh bien Daniel, bonjour. Ça va être un peu étrange cette masterclass parce que, grosso modo, toutes les questions que je vais poser, je connais un peu les réponses. Donc... Et moi, je connais les questions. Voilà. Peut-être que tu vas encore me surprendre, je ne sais pas. Juste pour revenir justement à l'origine du livre, quand les éditions La Martinière... je vais tutoyer Daniel, ça vous dérange pas, parce que sinon ça va être trop artificiel, quoi. On s'est tutoyé depuis longtemps et en faisant le livre beaucoup. Donc, quand les éditions La Martinière sont venues te proposer de faire un livre sur Gérard, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire oui? Alors d'abord, ça me fait toujours un immense plaisir de parler de lui. Ensuite, c'est vrai que j'ai une grande quantité de photos, de documents, de lettres, voilà, des archives qui sont très personnelles, mais en même temps que je trouve appartiennent aussi un peu aux gens qui continuent à regarder ces films toujours et encore et encore. Et donc je pense que vraiment il est quelqu'un de toujours très très vivant dans le quotidien du public. Et je trouvais que c'était effectivement une idée très belle de pouvoir partager certaines choses. Il a écrit lui-même un livre de mémoire en 87, donc ça s'appelle Mémoire d'éléphant. Quelques passages, enfin qui est un livre qu'on ne trouve plus et qui date quand même de maintenant il y a près de 30 ans. Et il s'est passé pas mal de choses depuis. Et puis surtout c'est aussi un livre d'images qui est surtout concentré, donc, enfin, c'était l'idée que j'en ai eue dès qu'on en a parlé, en effet, avec les éditions La Martinière, c'est de dévoiler l'envers du décor, il y a quelques images des films, parce que c'est aussi amusant de retrouver des images des films qu'on aime tous, mais il y a surtout des images où il est lui, donc par conséquent des images des coulisses, et ça c'est voilà, des coulisses, et donc un peu aussi des coulisses de sa vie, et des coulisses un petit peu de la mienne, et puis voilà, j'ai en effet, et puis alors là, je ne te parle plus à toi, mais je leur parle à eux. Donc j'ai dit tout de suite que j'aimerais faire ce livre avec Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre connaissait bien mon père, il avait fait un documentaire sur mon père avec Christopher, mon fils, ils ont travaillé tous les deux sur ce très 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 joli documentaire que j'ai beaucoup aimé, et qui a été fait quand mon père était déjà beaucoup plus âgé, et donc entre la connaissance de mon père, la connaissance du cinéma et le fait que j'aime beaucoup Jean-Pierre, j'ai dit à ses éditeurs, voilà, je le fais, mais je voudrais avoir Jean-Pierre Lamonia, et donc on l'a attendu. Voilà. Donc je ne parle plus à lui, mais bon. Bon ben merci. Non, mais c'était un plaisir de le faire. Ce qui m'a frappé en le faisant avec toi, c'est justement à quel point tu t'es impliqué dedans, et à quel point t'as raconté l'enfance de Gérard, révélant même un scoop dont on n'est pas obligé de parler là, on vous laisse la surprise dans le livre. Enfin, tout d'un coup, ce qui t'intéressait, c'était pas juste de faire le Cornio, la Ronde Vadrouille et Rabbi Jacob, mais de raconter tout son parcours, qui est, c'est vrai, un parcours incroyable, quoi. C'est-à-dire d'un jeune homme ou d'un jeune garçon qui était adoré par sa mère et sa grand-mère, qui a très vite eu envie de devenir acteur, et la guerre est arrivée et a forcément biaisé un peu son destin. Et tout ça, tu as voulu le raconter comme si tous les films venaient aussi de cette période-là. Mais forcément, je pense que voilà, on est tous
plus ou moins consciemment, bien sûr, les enfants qu'on a été. Et donc, et la manière dont cet homme s'est construit, et puis finalement dont il m'a construit aussi, et dont tout ça est un peu mélangé. Et puis, en effet, cette influence de ce qu'il a vécu dans son enfance avec ces deux femmes, donc qui est élevé par deux femmes, pas de père, une atmosphère très artistique dans les goûts que sa mère avait et les amis qu'elle avait, puisque, alors ça c'est encore une autre partie de l'histoire, parce que ma grand-mère, donc sa mère, qui a influencé le personnage de Poupette dans la boum. Non, là on est dans une digression. Mais non, mais tout est lié. C'est ça qui est beau. C'est vrai que moi dans la boum, j'en ai fait une harpiste, mais en fait c'est une femme qui était journaliste et qui est devenue journaliste par la force des choses, parce que c'est une enfance à la fois dorée et pas dorée du tout, parce qu'il a été élevé par une femme qui travaillait dur pour gagner sa vie, parce que finalement tout ça ne roulait pas du tout sur l'or, mais avec des goûts de luxe, des goûts de panache. Elle a travaillé pour le grand couturier Paul Poiret comme une sorte d'attaché de presse, métier qui n'existait pas vraiment à l'époque, mais enfin bon. Et ce petit garçon, il a été immédiatement embarqué dans comme moi plus tard, dans des visites d'ateliers d'artistes, dans une espèce de vie qui était la vie du Paris un peu intellectuel et artistique de l'époque, donc les années 20 et 30. Et c'est vrai que ça a une influence certaine sur ces films, d'un point de vue esthétique, parce que ces films sont très beaux à regarder. Et je crois que c'est une des raisons de leur succès encore aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas juste drôles, ils sont aussi ils sont très beaux et très, très soignés, et avec des costumes magnifiques dans la folie des grandeurs, des décors magnifiques, des choix de paysages. Tout ça, c'était quelque chose qui était important et qui, je suis sûr, vient de cette éducation comme ça, parmi les amis de sa mère, les peintres, qui était l'environnement de ma grand-mère quand il était enfant, et puis qui est devenu un petit peu le mien aussi après. Et donc, et puis bien sûr cette période de la guerre qu'il a quand même traité dans l'As des As, dans la Patrouille. Bon, bien sûr cette blessure d'avoir été viré de la Comédie Française au moment des lois de Vichy, parce que... Oui, il avait 19 ans, il venait d'être engagé pour jouer Britannicus, donc il a joué quelques mois. Il a joué, et puis on lui a dit, ben voilà, vous êtes juif pour l'État français, vous ne pouvez plus travailler pour l'État français, donc la Comédie Française, c'est l'État français. Il gagnait sa vie, déjà un jeune homme bien, pas mal, comédien, il a la radio, et la radio c'était aussi l'État français. Donc du jour au lendemain, tout ça s'est terminé, ce qui a d'ailleurs provoqué une fuite vers la zone libre. Encore une fois, tout ça, ça se retrouve aussi dans la manière dans la grande vadrouille. Donc voilà, bon, c'était intéressant de parler de tout ça et de raconter tout ça avec en plus beaucoup de photos et beaucoup d'images de l'époque que j'ai dans mes placards. Oui, il y a quand même son portrait par Fujita à l'âge de 7 ans, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est absolument, il y en avait beaucoup d'autres, tout ça, ça a été vendu, c'est parti. Oui, un peu partout, je sais pas où c'est, mais enfin il y en avait d'autres. Oui, tu racontes que pendant la guerre, quelquefois, il vendait pour survivre des aquarelles de Dufy. Oui, alors c'était pas d'ailleurs si cher à l'époque, mais enfin en tout cas ça aidait à tout de quoi bouffer pour en tout cas le bébé qui venait de naître, qui était donc moi. Voilà. Et voilà, et tout ça, ce sont des c'est intéressant, je trouve que quand on arrive à une sorte de succès qui traverse comme ça les années, moi je trouve très intéressant de raconter comment ça se passe, comment ça s'est passé, aussi bien d'ailleurs en effet les coulisses des films plus tard, et puis les coulisses de la vie. Après-guerre,
après avoir s'être exilé à Monaco, puis en Suisse. Il revient après-guerre, là il a un peu plus de mal, mais il fait son métier d'acteur, où il joue beaucoup de second rôles avec des partenaires très prestigieux. Et tu dis dans le livre quelque chose qui est très mignon, qui dit on lui donnait que des rôles de méchants, et je me demandais pourquoi moi, petite fille, on faisait jouer à mon papa si gentil des personnages de si méchants. Ah oui, parce que j'avais quand même j'allais au lycée Racine, à côté de la gare Saint-Lazare, où j'ai fait toutes mes études. Et donc j'avais des copines qui de temps en temps voyaient un film dans lequel il y avait mon père. Et donc j'arrivais à l'école et mes copines me faisaient dire ton père. Et en fait je disais mais non pas du tout, mon père il est très très gentil. Bon, parce que comme on le sait, les gens identifient complètement les comédiens avec leur rôle. Et donc voilà, j'ai appris très vite qu'il fallait faire la différence. Il y a quelque chose qu'on sait peu et qui est très touchant dans le livre. En tout cas moi c'est une sorte de tout petit chapitre qui m'a beaucoup touché. C'est celui où tu parles de ta mère, Jacqueline Roman, qui était actrice. Et tu en parles très très bien, alors qu'aujourd'hui, peu de gens se souviennent de son nom et de sa carrière. Comment tu les voyais, eux deux, jeunes acteurs Oui, ça me faisait aussi plaisir de parler de ma mère, parce que d'abord beaucoup de gens mélangent un peu, et très souvent on me dit oh là là, on aimait tellement votre maman, c'est pas Michel Morgan. Je sais qu'on parle de Michel, c'est à cause des yeux en fait, que j'aimais beaucoup et qui a été pendant 40 ans dans la vie de mon père, donc très souvent je dis rien, ou alors parce que je ne vais pas aller rectifier, parce qu'en plus c'était aussi une forme de maman, mais ma maman, elle a quand même été mariée pendant 22 ans avec mon père, et c'était une femme délicieuse et qui avait commencé une jolie carrière justement après la guerre, et puis qui je crois, si je peux dire grâce à elle, et non pas à cause d'elle, mais grâce à elle, je ne suis pas devenue comédienne, parce que j'ai vraiment vu à quel point ça la déstabilisait ce métier très ambigu. On en a beaucoup parlé depuis les fameuses 2 dernières années, et tout ce qu'on dit sur le cinéma et les femmes et la période MeToo, mais cette démarche de charme, d'être obligé de faire du charme, de conquérir et puis d'attendre qu'on vous engage et de dépendre des autres. Elle détestait ça, et ça ne l'a pas rendue heureuse du tout, et elle a arrêté dès qu'elle a pu. On va essayer de balayer la vie, mais on va aller un peu vite quand même. Qu'est-ce qui, à un moment donné, le pousse d'abord à écrire des scénarios, puisqu'il a été acteur, puis tout d'un coup il décide d'écrire des scénarios avant de passer à la mise en scène. Qu'est-ce qui, à ton avis, est le déclic qui fait qu'il a envie d'écrire des scénarios? Il était très doué. Il était très doué dans beaucoup de choses. Il a fait de la peinture aussi. Je ne sais pas si on en parle dans le livre, d'ailleurs, je crois qu'on a oublié. On a oublié. On fera le top 2. Et donc je sais que voilà, il y avait quand même une insatisfaction dans ce métier de comédien. Et je pense que c'est ça qui l'a poussé à tout à coup se dire qu'il allait aller plus loin, et lui aussi faire un métier où en fait on est plutôt demandeur et pas demandé. Et donc il a commencé à écrire des scénarios avec Jean-Charles Taquella, qu'il avait rencontré sur un film d'Issy Ampi qu'il avait tourné comme comédien et qui s'appelait Les héros sont fatigués. Jean-Charles Taquella, avec qui tu écriras Cousin-Cousine. Voilà. Juste pour marquer que le lien se continue. Plus tard, exactement. Enfin, qui avait lui écrit Cousin-Cousine, et moi je suis rentré dans le coup un peu plus tard, mais qui a été un personnage important dans nos vies. Et donc, voilà, il a aimé ce métier de scénariste, qui s'est très vite emballé, et qui lui a vite donné des satisfactions finalement qu'il n'avait pas en tant qu'acteur. Et puis il a commencé, grâce à son agent,
Olga Horsti, qui était un personnage très important dont on parle dans le livre, qui était l'agent de Michel Morgan, puis plus tard de Brigitte Bardot, et qui était une des femmes influentes dans le métier du cinéma dans les années 50 et 60 et 70, et une des femmes qui avait réussi à percer voilà, dans ce métier qui était encore une fois tenu par des hommes. Et Olga l'a branché sur des projets, notamment ce film qu'a tourné Brigitte Bardot qui s'appelait Babette s'en va en guerre, qui était encore une fois une histoire qui se passait pendant la guerre, où elle jouait une jeune espionne qui est française, tout ça se passait à Londres, entre Londres et la France. Et il a remanié entièrement ce scénario, et ça a été vraiment le départ de la suite et de ce métier, où il s'est dit que c'était probablement la manière de partir vers la mise en scène. C'était pas encore clair, je pense, à l'époque, parce que ce métier scénariste, il commençait et il était très... Enfin, ça marchait bien, et puis, enfin, la mise en scène, ça le travaillait déjà, et puis c'est quelqu'un qui avait quand même passé toute sa vie sur des plateaux, donc il était très très familiarisé comme beaucoup de comédiens qui deviennent d'ailleurs metteurs en scène et qui probablement sur les plateaux observent. C'est une forme d'école et c'est une forme d'éducation qui est certainement aussi importante que celle des écoles de cinéma. Alors c'est l'époque où il rencontre Michel Morgan et tombe amoureux d'elle, et il dit, et tu dis, qu'il devient metteur en scène pour l'épater, et tu dirais que c'est vraiment pour ça, ou c'est aussi parce que le moment était venu justement dans son parcours? Je pense que c'est un mélange des deux, mais je pense que le fait tout à coup de tomber très 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 éperdument amoureux de cette femme, qui à l'époque est une des grandes stars françaises. Oui, et donc il n'est pas confortable dans ce rôle de Monsieur Morgan. D'abord, c'est une aventure cachée, puisqu'elle est elle-même mariée. Elle était mariée avec Henri Vidal. Henri Vidal, qui va mourir très 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 jeune. Tout ça est raconté dans le livre, à 39 ans, ouais, quand il meurt. Et donc, la vie commence avec Michel, et je pense que oui, c'est pas quelqu'un qui aimait vivre dans l'ombre d'une star, et puis il avait cette personnalité flamboyante déjà, mais qui était en lui, mais qui n'était pas connue du public, et c'est vrai que je pense que cette histoire d'amour a eu une influence sur ce besoin d'une certaine manière de devenir un peu le patron. Donc les metteurs en scène, c'est les patrons. Il est d'ailleurs son partenaire dans un film qu'il a écrit, dirigé par André Cayatte. Oui, c'est le moment d'ailleurs, c'est le départ de leur histoire. C'est un film qui s'appelle Le Miroir de face, un film très intéressant d'André Cayatte, qui s'attaquait toujours à des sujets de société. Oui. Et un des sujets de société de l'époque, ça ne l'est plus parce que c'est rentré dans les mœurs, mais c'est la chirurgie esthétique. Et donc c'est une histoire qu'il a écrite avec André Cayatte, et c'est l'histoire de cette femme qui est vraiment carrément moche, il faut bien le dire. Donc maquillage intensif pour Michel, qui me transforme en une femme ingrate qui finalement se résout à un mariage d'ailleurs qui est plutôt arrangé avec un brave garçon qui est joué par Bourvil. Donc voilà, un couple assorti et une vie un peu terne qui est... Et puis un jour, il y a un accident de voiture, Bourvil est blessé par un type dans une bagnole qui se trouve être un chirurgien esthétique et qui lui offre de faire une opération à sa femme, et le type dit mais pas du tout, moi j'aime ma femme comme elle est vous faire foutre, etc. Enfin, elle s'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, et elle va le trouver, et en fait en cachette de son mari elle se fait opérer, et elle sort de là. Je crois que c'est l'opération de chirurgie esthétique la plus miraculeuse que j'ai jamais vue. Elle sort et elle devient Michel Morgan. En plus elle se fait tailler les cheveux en blond, elle est sublime. Elle rentre à la maison et son brave mari la regarde et se dit mais qui c'est cette femme? Et c'est plus ma femme. Et c'était effectivement, ça n'est plus sa femme, parce que ça change tout.
Et voilà, et mon père joue donc le rôle du chirurgien. Donc je ne vous dévoile pas la fin, parce que vous pouvez essayer de regarder le film, il est très intéressant, il est en noir et blanc, c'est un film de 57, oui, à peu près. Je suis nul à Monsieur Cinéma. Oui, et c'est donc le début de leur histoire, puisqu'à ce moment-là, c'est le moment où ils se sont retrouvés, ils se connaissaient depuis un film qu'il avait tourné avec elle bien avant, mais voilà, l'histoire a commencé comme ça, et c'était le moment où le couple de toute façon battait de l'aile, et donc tout ça est raconté dans le livre. Il enchaîne après le Miroir de face, où il passe à la mise en scène, avec 2 films plutôt noirs, La main chaude et La menace, qui sont pas des grands succès. Il y a même quand même Louis Chauvet dans le Figaro qui, à propos de La main chaude, dit c'est le premier et dernier film de Monsieur Gérard Houry. Comme quoi on peut se tromper. Oui, comme quoi il faut vraiment le courage pour continuer. Voilà. Et il en fait un 3e, qui est un film à sketch, dans lequel il y a Michel Morgan, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs prestigieux, Philippe Noiret, Daniel Darieux. Et sur ce film-là, il dirige Louis de Funès sur une petite séquence qui est la seule séquence comique du film. Alors Louis de Funès, il le connaît depuis longtemps. Ils sont beaucoup croisés sur des plateaux de théâtre et de cinéma. Et lors du tournage de cette scène, De Funès lui dit quelque chose qui va peut-être changer son destin. Peut-être c'est ce jour-là que le destin de Gérard a changé. Oui, parce que cette scène, qui est une scène très très drôle, entre Louis de Funès et Daniel Darieux. Et Daniel Darieux, oui. Il joue un barman qui parle franglais. Voilà, il joue un barman qui parle franglais parce qu'elle est mariée avec un anglais, donc comme elle est ivre-morte, il est obligé de téléphoner au mari, expliquer que sa femme est là, etc. Et la scène est très très drôle, il mélange un petit peu, on se souviendra de ça pour l'écriture d'un Grande Vadrouille, il est cheeseburré comme une tartine. Et il est absolument tordant, et puis donc mon père pleure de rire derrière sa caméra et tellement client de ce que fait De Funès, qu'il connaît effectivement depuis longtemps, parce qu'ils ont joué au théâtre et au cinéma tous les deux dans des petits rôles. Et tu racontes d'ailleurs toi-même que tu l'as vu, que tu étais enfant et que tu es allé sur le tournage de Duguay-Clin. Oui, mon père jouait le roi de France, alors là j'étais très très fier. Bon. Il a joué 2 rois, 2 Napoléons. Ouais. Et donc il lui dit, mais tu es doué, tu ris derrière ta caméra, c'est merveilleux, c'est très rare les metteurs en scène qui rient, et tu es doué pour la comédie, tu devrais faire des films comiques, voilà. Et cette espèce de graine, elle est plantée dans sa tête, et donc très vite il a cette idée du Cornio et de réunir Bourvil et De Funès, et de donner à De Funès ce premier rôle qui, contrairement à Bourvil qui avait déjà une grande star, aussi bien d'ailleurs dans le musical que dans le cinéma, et donc ils sont 2 rôles à égalité, enfin presque, c'est encore une autre histoire qu'on raconte, et cette année-là, c'est une année extraordinaire pour Louis de Funès, parce que il va tourner Le Cornio, Le Premier Gendarme et Fantomas. Et donc tout à coup, c'est la découverte que ce type n'est pas du tout le second rôle qu'on a vu depuis des années, mais que c'est un extraordinaire moteur et un génial acteur comique, et qu'on peut construire un film sur ses épaules. Mais enfin, Le Cornio est déterminant, parce que Le Cornio est un énorme succès, comme on le sait tous, et ça va changer la vie de... ça n'a pas changé la vie de Bourvil, qui était déjà très bien professionnellement, et d'ailleurs dans sa vie de famille aussi, mais ça va changer la vie et de mon père et de Louis de Funès. Et la tienne. Et la mienne, voilà. Et la mienne, et la tienne, puisque c'est à partir du Cornio que tu commences à travailler avec lui. Alors sur le Cornio de manière officieuse et pas créditée. Oui, je suis assise dans un petit coin dans le bureau. Il travaille avec Marcel Julien, et je suis assise dans un petit coin que je connais bien parce que j'y suis depuis l'enfance. Je rentre de l'école et je l'écoute en train de travailler avec tous ces auteurs. Et là, je suis dans ce petit coin, mais je mets un peu mon grain de sel dans l'histoire, et je participe. Et si, c'est la fameuse phrase des scénaristes.
Et puis le succès du film fait que tout à coup, il peut faire ce qu'il veut. Et donc, il dit, voilà, je voudrais engager ma fille pour mon prochain film. Donc, je dois aussi engager sa fille, pourquoi pas. Donc voilà, ça se passe comme ça, on fait un petit contrat. Et puis mon nom sera au générique. Et puis surtout, je travaillerai beaucoup sur La Grande Vadrouille, là, avec il y a une photo dans le livre que j'aime beaucoup d'ailleurs, où on nous voit tous les trois avec Marcel Julien et mon père à l'époque de l'écriture de La Grande Vadrouille. Je le regarde, je me dis, je suis un bébé, littéralement, mais j'ai 22 ans et voilà, et donc 23 ans à l'époque. Et je rentre dans cette équipe et j'adore ça, et donc ça change en effet ma vie. J'allais dire en quoi vous vous complétiez, mais je sais la réponse, puisque tu m'as dit que vous ne vous complétiez pas, que vous vous additionnez. Tu pourrais parler un peu de ton travail concret avec Gérard? C'est un travail qui, je l'ai appris évidemment assez vite, plus tard, mais assez vite, que c'est un travail très très intime, un travail sur un scénario, parce qu'on est enfermé pendant des semaines, des mois, on construit des personnages, et on construit des personnages qui évidemment viennent de nous, donc on découvre des choses sur les gens avec lesquels on travaille sur un film. C'est quelque chose qui est presque du domaine de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande liberté qui sort de ces échanges. Et donc je l'ai vécu avec lui, je l'ai vécu avec mon fils aussi, bien sûr, et c'est vrai que il faut être complémentaire, il faut qu'il y ait des étincelles qui sortent de ces réunions, sinon voilà, le travail tombe à plat. Puis il faut avoir envie de se voir tous les jours pour travailler pendant des heures, il faut vivre cet acharnement sur une histoire qui souvent vous devient presque une histoire qui se laisse pas faire, et donc on passe beaucoup de temps à essayer de vaincre ce qu'on a déjà construit et qui tout à coup se dresse comme un ennemi. On ne pourra pas aller plus loin, mais si on va aller plus loin, on va trouver des solutions. Et c'est ce qu'on voit dans les films qu'on aime. Moi, je me pose beaucoup plus de questions au niveau d'ailleurs de l'écriture que de la réalisation, parce que la réalisation, je la subis. Mais l'écriture, ça, je me dis, non, mais comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont trouver quelque chose qui va surprendre, quelque chose qu'on vit vraiment intensément en tant que scénariste? Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble merveilleusement bien pendant des années. Comment expliquer la réussite du tandem Bourvil de Funès? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, est-ce que tu as parlé avec lui de qu'est-ce qui fait qu'il a pensé à les réunir? C'est justement la différence, c'est que ce sont vraiment des natures tellement différentes. Et puis alors, on ne peut pas parler des films de mon père, ce sont des grands films comiques, des grands films d'aventure, mais c'est un tout petit peu quand même des comédies sociales, parce que justement, il ressort de ce tandem-là, en tous les cas, et même d'ailleurs de celui que Fandra de Funès avec Montand, il y a quelque chose de tout de même du brave homme français, mais français profondément à la fois charmant mais qui subit l'autre. Et l'autre, c'est quand même quelqu'un qui a l'autorité de sa classe sociale, de l'argent, que ce soit d'ailleurs un gangster ou un chef d'orchestre, mais c'est quelqu'un qui a cette espèce d'attitude d'autoritaire vis-à-vis de l'autre, et ça, je pense que ça joue oui, dans la réussite du tandem. Oui. Le rapport de classe, c'est vraiment le rapport de classe, ils en parlent d'ailleurs dans La Grande Vadrouille, il y a ces scènes, oui, vous prenez pour qui? C'est tout de même ça, un petit peu la clé de leur non-complicité. Et cette non-complicité vient aussi peut-être, voilà, effectivement, des différences sociales. Il y a une histoire qui est assez connue, mais peut-être pas de tout le monde, sur le Cornio, où justement tu parlais de rôles à peu près équivalents, sauf qu'un jour, De Funès va voir les rushs
de ce qui a été fait les 10 premiers jours de tournage. Et il se trouve qu'à la suite d'un accident, tout ça, on n'a tourné que avec Bourvil. Et qu'en sortant, il est forcément un peu, je sais pas comment dire, un peu... Oui, bah, ils se rencontrent dans la rue, je crois que c'était à Naples. Oui, à Rome. À Rome, voilà. Enfin bon, à l'époque, il fallait envoyer, à l'époque c'était plus du tout, vous n'envoyez pas de clé USB avec les rushs à l'époque. Hein. Il fallait envoyer les gros rouleaux de pellicule à Paris, ils étaient développés à Paris, puis il fallait les renvoyer en Italie. Donc on mettait beaucoup de temps avant de récupérer ce qu'on avait tourné 8 jours avant. Et donc il y avait des grandes séances de rush qui duraient des heures, où on voyait pendant des heures tout ce qu'on avait, toute une semaine de travail. Et donc il rencontre De Funès et Jeanne, sa femme, dans la rue. Où vas-tu? Bah, je vais voir les rushs. Ah bon, est-ce que je peux venir? Et il ne peut pas dire non. Puis d'ailleurs, il ne fait pas très attention, il ne pense même pas. Et donc tout ce petit monde-là s'assoit avec l'équipe dans la petite salle de projection. Et puis on ne voit que Bourvil. Puisque par définition, comme il y avait eu un accident avec la fameuse voiture verte, on avait tourné que sur la Cadillac blanche. Et donc... De Funès et sa femme sortent de là minés, et le lendemain il tourne avec De Funès, et De Funès ne joue pas, il fait la gueule, et donc il a un espèce d'acteur inerte, et donc il est affolé, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment comme tout à coup comme voilà, il n'y a plus de piles, donc il va le voir, et De Funès lui dit viens me voir. Voilà, donc il va dans sa chambre d'hôtel, et De Funès avait pris le scénario qu'il avait pris avec des traits de bic rouge avec toutes les répliques de Bourvil et toutes les siennes, et il lui dit voilà, tu m'as dit que le rôle serait équivalent, c'est pas vrai, c'est Bourvil, je vais me faire bouffer. Et donc, au lieu de se braquer, de lui dire va te faire fiche, c'est mon film, je fais ce que je veux, ce qu'on a pu faire certains, il est rentré dans sa chambre d'hôtel, il a pris son stylo et il a écrit 2 scènes qui sont donc restées d'ailleurs parmi les plus belles. Les scènes cultes, oui. Voilà, qui est la scène où De Funès se retrouve dans le garage, donc caché pendant que Bourvil est dans la Cadillac, et qu'il y a cette musique de Rossini qui accompagne ce ballet, qui est magnifique. Et puis la fameuse scène, évidemment, avec le culturiste dans la douche, il se fait draguer par ce culturiste, et qui reste aussi dans les annales. Et on a d'ailleurs mis une photo dans le livre, parce que rien que la photo, c'est déjà drôle. Bien sûr. Donc voilà. Et donc ça fait partie d'une de leurs uniques confrontations. Il y en a eu une autre sur les aventures de Rabbi Jacob, que je raconte aussi dans le livre. Juste après Le Corneau, c'est La Grande Vadrouille. Alors La Grande Vadrouille, il repart d'un scénario écrit avec Jean-Charles Tekela, qui était l'histoire de 2 jumelles très différentes, une bonne sœur et une prostituée, qui recueillaient des aviateurs anglais. Donc là, il change le braquet et il adapte à Bourvil et De Funès. Je me souviens très très bien d'une réunion avec lui et Marcel Julien, où tout à coup, puisque j'avais été pressenti, donc embauché à l'époque dans le prochain film, dans l'euphorie du succès du Corneau, où il ne voulait pas faire la suite, parce que tout le monde pensait qu'il y aurait une suite, étant donné que ce plan de fin du Corneau, où il rit dans la voiture. On s'attend à ce que tout à coup, ces deux-là partent vers d'autres aventures, mais il n'avait pas du tout envie de faire ça. Et donc, on cherchait ensemble, effectivement, encore une fois, ici, et puis il est parti chercher dans un placard ce scénario qu'il avait écrit quelques années auparavant, mais qui ne s'était jamais fait, qui s'appelait Lily et Lulu. Et donc, voilà, ces 2 sœurs jumelles. Le film s'est pas fait parce qu'en fait, on n'a jamais trouvé les 2 sœurs jumelles, et qu'à l'époque, les effets spéciaux, on peut faire ça aujourd'hui avec un seul comédien très facilement, mais à l'époque, il fallait vraiment des vraies jumelles, et ils ne les ont pas trouvées, donc tant mieux, tant mieux. Et voilà, effectivement, il reste pas grand-chose de ce scénario, sauf l'idée des aviateurs qui tombent sur Paris, et les bonnes dans des lieux différents, et plus tard de retrouver les bonnes sœurs aux hospices de Beaune. Mais sinon, voilà, l'idée de départ est venue de là.
Et sur la Grande Vadrouille, tu dis que justement Gérard avait envie de travailler avec toi parce que tu n'étais pas de la même génération, que donc tu n'avais pas du tout les mêmes craintes d'aborder la période de l'occupation, d'aborder cette période-là, puisque tu ne l'avais pas vécue. Non, ils avaient tous les deux, ils avaient 20 ans sous l'occupation, ils étaient donc des hommes adultes qui avaient vécu ça, ils avaient eu faim, ils avaient eu peur, ils avaient eu vraiment 5 ans d'années pourries à un âge où normalement on construit des choses, on essaie de construire sa vie agréablement, et donc ils avaient cette guerre en eux, vraiment, et moi non, donc j'avais pas d'inhibition par rapport à ce qu'on pouvait dire, pas dire, rire, pas rire. On est quand même, on est 20 ans après la fin de la guerre, ça proche, et donc la société française est encore très imprégnée de ces blessures, et moi évidemment non. Donc c'est vrai que ça, je pense qu'ils étaient heureux que je leur apporte cette espèce de liberté par rapport à ce dont on pouvait se moquer. Et sans heurter tout à coup la mémoire de gens qui avaient perdu des hommes, des femmes, des parents. Enfin, c'était quelque chose qui les touchait d'une manière beaucoup plus vivante que moi, et donc c'est vrai que ça, je suis sûr que ça a joué un rôle dans le fait qu'ils étaient contents d'avoir cette jeune femme avec eux. De la même manière qui s'est un peu battu pour imposer le corneau, puisque son ami et producteur Alain Poiret, il ne croyait pas, il lui avait dit oui d'accord, mais en noir et blanc et pas en Italie. Il y croyait, je pense qu'il y croyait, mais il avait en lui cette culture du film comique de l'époque. Qui était en noir et blanc. Qui étaient des films pas chers. Tournés à la va-vite. Voilà, très très vite, certains formidables d'ailleurs, mais qui n'étaient pas des films ambitieux autrement que par le rire. Et donc il a dit, ben oui, bon, moi ça m'intéresse, mais pas question de tourner en Italie, c'est trop cher, et on fera ça en Espagne, et puis on le fera en noir et blanc, parce que la couleur ça coûtait cher. Et donc il est sorti de là très 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 démoralisé, et donc il passe de ses bureaux qui étaient rue Christophe Colomb, descend à rue Georges V, et devant le Fouquet's, puisque le Fouquet's c'était déjà le lieu de rencontre du cinéma et de tous les producteurs, parce que tous les bureaux de production étaient autour de ce quartier. Maintenant, le triangle d'or. Tout ça a explosé, mais c'était vraiment le quartier où il y avait tous les bureaux. Et beaucoup de cinéma aux Champs-Élysées, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils disparaissent malheureusement les uns après les autres. Ouais. Et donc il connaissait très bien Robert Dorfman, pour lequel il avait travaillé comme comédien dans des films, justement, joué Napoléon dans des films italiens. La fameuse coproduction italienne, on se rappelle la phrase de Godard, la coproduction italienne. Et donc Robert Dorfman était un de ces coproducteurs-là, et il lui dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je sors de chez Alain Poiret, et voilà, j'ai cette idée, mais moi je ne veux pas le faire comme ça, et je veux le faire en Italie, en couleur, avec des beaux paysages, et Dorfman lui a dit banco, moi ça m'intéresse. On va le faire ensemble. Et c'est parti comme ça d'un coup. Et donc, de la même manière qu'il a soigné beaucoup l'aspect esthétique dans le Cornio, alors dans la Grande Vadrouille, c'est pareil, les paysages traversés, les décors, et il obtient même l'autorisation de tourner à l'opéra, ce qui à l'époque ne se faisait pas. Et non seulement ça, mais aussi sur le toit de l'opéra. Sur le toit de l'opéra. Tout ça, ce sont des monuments protégés. Il était très très fort pour obtenir les autorisations. Il arrivait à séduire les ministres, il a séduit Leni Riefenstahl, la fameuse cinéaste nazie, je veux bien le dire, qui est allé voir dans son repère en Bavière pour obtenir les images de son film sur les Jeux Olympiques pour la Alsace. Ouais. C'était un séducteur, mon père. Donc il se servait de ça, et puis il adorait raconter ses histoires, enthousiasmer les gens. Enfin, c'était quelqu'un qui était... voilà, il obtenait ce qu'il voulait. La cour des Invalides, avec évidemment à la fin de Rabbi Jacob, cet hélicoptère. Voilà, qui d'ailleurs n'avait pas le droit d'atterrir ni de décoller. Ah oui. Donc tout ça est organisé, il monte, mais il ne monte pas plus, il ne pouvait pas monter à la hauteur des toits, donc il fallait couper avant, on avait amené l'hélicoptère mais il ne s'était pas posé, enfin
ça a été compliqué, mais on y voit du feu et quand même il a eu le droit de le faire. Et il a toujours très très bien choisi ses chefs opérateurs. Il travaillait avec des chefs opérateurs qui étaient très réputés et avec lesquels il composait l'image. C'était très important pour lui de justement, des gens comme Henri Deca, Claude Renoir, Christian Matras, c'était les grands chefs opérateurs de l'époque qui avaient justement un sens esthétique et qui étaient des gens qui travaillaient avec des metteurs en scène comme René, Clouzot, etc. Donc ça a été une exigence toujours, et ça se voit aujourd'hui parce que les films, voilà, ils ont une fluidité dans une beauté de l'image qui est très importante. Ouais. Dans le livre, il y a quelque chose d'assez inattendu pour lequel, enfin, qui ne tient pas ni à toi ni à Gérard Houry. C'est un témoignage d'Arnaud Desplechin qui dit que pour lui, il aimait les films de Gérard Houry à cause ou grâce plutôt à leur élégance et à la manière dont ils étaient faits, dont ils étaient filmés, dont ils étaient montés aussi. Je découvre plein de gens comme ça m'a fait très plaisir ce témoignage d'Arnaud Desplechin que j'ai croisé, mais que je ne connais pas, et qui, comme beaucoup de gens inattendus pour moi, en ce moment, depuis maintenant quelques années, viennent me dire combien ils ont aimé les films de mon père quand ils étaient enfants, parce qu'on on a toute une génération de gens qui ont vécu ça dès l'enfance, et qui d'ailleurs font vivre ça à leurs enfants, c'est ça qui est formidable, bien sûr, et qui sont des gens qui souvent m'étonnent comme ça, où je me dis que voilà, je suis charmé par ça. On peut citer Alfonso Cuarón, qui a quand même mis un extrait de La Grande Vadrouille dans Roma, ce qui est quand même assez inattendu. Absolument, donc qui adorait la Grande Vadrouille, qui apparemment qui m'a raconté, puisque j'ai eu la joie de le rencontrer, qu'il regardait La Grande Vadrouille, il avait vu La Grande Vadrouille plusieurs fois au Mexique quand il avait entre, je sais pas, 7-8 ans, et que c'était un film qu'il admirait, qu'il adorait. Donc effectivement, quand il a demandé un petit extrait du film pour son merveilleux Roma, j'étais très très heureuse parce que je considère comme un hommage. À propos du sens esthétique de Gérard, on cite souvent une anecdote dans La Grande Vadrouille qui est quand il y a la salle de l'opéra avec une femme qui a une robe un peu mauve et qu'il a fait déplacer juste pour la composition d'image en disant si elle est là au premier plan au milieu de ses uniformes vert de gris, ça fait une autre image, ça attire le regard. Bien sûr, c'est avec Claude Renoir, son chef opérateur, qu'ils ont fait la dame là-bas, on va la mettre là. Et voilà, ça fait partie enfin, il avait une aquarelle de Raoul Dufy qu'il avait gardée, où il y avait un orchestre avec une partition au milieu de cet orchestre, qui était l'orchestre était assez foncé. Il y avait cette partition au milieu de cette aquarelle vert vif. Et ce vert d'ailleurs qu'il a beaucoup utilisé dans beaucoup de ses films, le vert du chewing-gum, le fameux vert des pompons de Funès dans La Folie des Grandeurs. Et donc c'est vrai que ça a un rapport comme ça à l'image, qui est que tout à coup cette femme mauve, c'est un plan que certaines personnes, notamment un ami peintre à lui, avaient remarqué, ça l'avait fait très plaisir. Ouais. On va donner la parole au... Peut-être, mais oui. S'il y a des questions. Si, mais sinon on en a d'autres. Hein. Parce que là, on n'est même pas à la moitié de la carrière. Hein. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je voulais savoir, est-ce que vous savez comment se sont rencontrés Gérard Houry et Marcel Julien et comment ils en sont venus à écrire ensemble des scénarios? Alors, c'est raconté dans le livre. Oui. Effectivement. Marcel Julien avait écrit un livre parce que Marcel Julien, il a eu une carrière, il est devenu un grand éditeur, et puis il a été
était patron d'Antenne 2. d'Antenne 2 à l'époque. Donc plus tard, ça c'est d'ailleurs le moment où il a quitté notre équipe parce qu'il avait trop de travail ailleurs. Mais avant, il écrivait, et il avait écrit un roman qui s'appelait SOS Fidélité. Et ce roman, mon père l'avait lu et trouvait qu'il y avait un film à faire avec ce roman. C'était une histoire insensée d'un espèce de yacht avec de très très jolies filles à bord de ce yacht, et une espèce de yacht un peu bordel, qui se trimballait dans la Manche pendant la guerre. Et puis donc quand les bateaux de guerre s'approchaient, voilà, le yacht, tout à coup il y avait des canons qui sortaient, les trucs se transformaient en quelques minutes en bateaux de guerre et attaquaient les bateaux allemands. Et c'était une très très belle idée, et donc mon père avait eu envie de faire un film avec ça, et donc ils s'étaient rencontrés à l'époque. Je crois même qu'il doit y avoir une ébauche de scénarios qu'ils ont écrit ensemble. Et puis ça s'est pas fait pour des tas de raisons. D'abord c'est horriblement cher à faire, tout compliqué, mais ils sont devenus proches et ils se sont lancés ensemble dans l'écriture de la suite. Voilà. Une autre question? Sinon, oui. Est-ce que Est-ce que en tant que dialoguiste, il y a une difficulté supplémentaire pour vous de se confronter à des acteurs comme Belmondo et De Funès qui ont un jeu d'acteur basé sur le physique, le corps, le mouvement, et que l'écriture, le dialogue est peut-être plus... comment on trouve l'équilibre pour que tout, enfin, 3/4 de leur jeu est basé sur le corps et non sur le dialogue, sur l'écriture? Alors, d'abord, c'est à double tranchant, cette histoire-là, parce qu'à la fois, on est, en effet, on écrit un scénario qui est beaucoup basé sur le comique visuel, en effet, corporel, les gags, les tartes à la crème, entre guillemets, donc tout ça. En même temps, il faut soigner, bien sûr, les dialogues, et certains... Je ne sais pas s'il y en a, mais enfin, ils sont devenus cultes dans ces films. Donc, il ne faut surtout pas se laisser intimider par cette histoire de comique visuel. Et il faut traiter le dialogue comme tous les dialogues, c'est-à-dire avec à la fois des choses très drôles, et rester quand même dans un dialogue de quotidien et pas de mots d'auteur, parce que ça, c'est aussi un déséquilibre qu'il faut trouver. Et en même temps, on est tout de même aussi aidé par le fait qu'on connaît la nature de ces comédiens, on connaît leur voix, on sait de quoi ils sont capables, on sait qu'ils vont aller plus loin ou pas dans justement la manière de jouer ces dialogues. On compte sur eux, et ça aide. Alors, il faut trouver effectivement l'équilibre entre tout ça. C'est pas facile, mais ça, c'est quand même un des moments très amusants du travail. Oui, tu racontes dans le film comment, à quel point, dans le livre, à quel point justement une scène où il n'y a pas de dialogue pour le coup, mais juste une description de Funès fait des grimaces, voilà. De Funès perd la voix. Voilà, De Funès perd la voix. Alors, bien sûr, on est époustouflé quand tout à coup on voit comment ça se passe, comment ça s'est passé au tournage, et ce qu'il a réussi à faire, parce que moi, je n'avais pas imaginé que ce serait si drôle. La scène des ronflements dans la vadrouille, par exemple, qui est une scène où il n'y a pas de dialogue. Voilà, ce qui est écrit, c'est il ronfle, l'autre siffle, il siffle, et puis enfin bon. Il n'y a pas grand-chose dans le scénario là-dessus. Mais la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est dirigé, d'ailleurs en plus, parce que ça aussi, il y a le trio avec le metteur en scène, et les expressions de Funès, la manière dont l'allemand ronfle, enfin, tout ça est absolument magique. Moi, j'ai une souvenir d'une journée entière de rush que j'ai passé avec l'Albert Georgenson, le monteur,
Mon père n'était pas là parce qu'il était justement parti en vadrouille tourner. Et où j'ai vu cette scène 100 fois avec tous les angles, tous les plans différents et les angles différents. Et c'était époustouflant. Je veux dire, le montage, ça a été des choix de chaque image et c'était de la dentelle tellement il y avait des choses drôles. Et donc, ça c'est. Voilà, il faut compter sur De Funès et on a bien fait. Bonjour. Bonjour. Cher docteur. Je voudrais savoir, Daniel, comment tu envisages que ces films durent? Je veux dire par là, maintenant qu'on sait que la télévision ne joue plus son rôle auprès des jeunes générations, maintenant qu'on sait que le DVD est complètement en perte de vitesse, moi je les ai en DVD. Aujourd'hui, il y a un livre qui rend la mémoire, le témoignage de tout ce travail et de toute cette précision des œuvres d'un grand cinéaste. Comment tu vois pour l'avenir la possibilité d'exploiter, de montrer ces œuvres? Ben là, justement, concernant mon père, la télévision joue son rôle. Oui. C'est là où c'est magique, c'est que beaucoup de gens, même parmi vous dans cette salle, j'imagine les jeunes n'ont jamais vu les films de mon père sur un grand écran. Donc c'est vrai que dès qu'on peut, qu'il y a un festival ou qu'il y a une manifestation et que j'essaye d'y aller et de l'encourager parce que j'adore l'idée qu'on revoie ces films sur un grand écran parce qu'ils sont faits pour ça, ils sont fabriqués pour ça. Mais quand même, je dois dire que grâce à la télévision, il y a 15 jours, La Grande Vadrouille a eu une audience magnifique et a battu toutes les autres chaînes. Et Tout à coup, on se dit à la 19e diffusion, c'est quand même fou. Donc voilà, c'est compliqué parce que moi j'ai très envie qu'on voit ces films au cinéma et d'ailleurs on va ressortir Rabbi Jacob. Et quand on a sorti La Grande Vadrouille il y a 2 ans, il y a eu, je sais pas, 40 000 ou 50 000 entrées, je sais plus. Ah, oui. Donc il y a quand même des gens qui ont eu envie d'aller voir ça. J'en revenais pas parce que je me suis dit bon, c'est vrai que tout ça est vu et revu par toutes les générations, mais sur des écrans petits. Et l'idée qu'on peut les voir aussi aujourd'hui sur des téléphones, ça me rend folle, enfin bon, comme ça. Je suis pas sûr que la dame en mauve sur le téléphone, on voit bien. Non, je suis pas sûr. Mais l'autre jour, nous étions, Jean-Pierre et moi, à Quiberon, présenter le livre, signer le livre, puis présenter La Folie des Grandeurs dans une salle, à peu près cette salle-là, à peu près, et donc qui était pleine à craquer, donc ce qui d'ailleurs m'a étonné. J'ai traversé ce petit village complètement désert, en fait tout le monde était dans la salle. Et surtout, ce qui est absolument magique, et ce que ceux qui voient ces films à la télévision n'ont pas, c'est d'entendre les gens rire ensemble. Alors on peut rire en famille, on peut rire à 4-5 devant un écran, mais le phénomène d'un film comique qui est aussi efficace dans une salle bourrée de monde et de gens qui rient ensemble, ça c'est une expérience qui manque beaucoup et qui j'espère ne manquera pas toujours. Et je pense que quand même ça rend le cinéma devient un spectacle vivant quand il est en salle. Et donc c'est exactement comme le théâtre. Et donc je pense que c'est un besoin. En tous les cas, il faut que ça reste un besoin chez les spectateurs. Je l'espère. Maintenant, je rends quand même hommage au fait que grâce à la télévision, les films continuent à vivre. Les films, oui, on continue à vivre. Question là-bas. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir où s'est déroulé le tournage de Rabbi Jacob et est-ce que c'était drôle derrière la caméra? Qu'est-ce que c'était quoi, pardon? Est-ce que c'était drôle derrière la caméra? Ah oui. Alors, ça s'est tourné quand même principalement à Paris. Donc on voit d'ailleurs très bien Paris, un très beau Paris. Ça s'est tourné aussi, alors je ne me souviens plus où s'est tournée la fameuse scène
là où la voiture se retourne, tu le sais toi? Non, je ne sais plus. Ça s'est tourné donc dans la cour des Invalides, ça s'est tourné rue de Rivoli. Et puis il y a eu un décor construit. Il y a eu un décor magnifique construit parce que mon père, alors encore une fois, voulait une très belle synagogue. Et la plupart des très belles synagogues ont été détruites pendant la guerre, donc il n'en a pas trouvé, en tout cas dans une périphérie qui était possible pour le film. Donc il a fait construire, il a fait copier un dessin ou un tableau, je ne me souviens plus, d'une synagogue, d'une vieille synagogue polonaise, tout en bois, en studio. Ça, c'était absolument magnifique. Moi, je me souviens d'être allé au tournage et avoir vu cet endroit qui était vraiment magnifique. Donc, un film, ça bouge, ça se balade un peu partout. Et il a tourné aussi la scène de l'usine de chewing-gum, en partie dans les studios de Boulogne, qui n'existent plus aujourd'hui, où on avait reconstitué les cuves remplies de chewing-gum. Il y a toute une histoire autour de ça que je raconte aussi dans le livre. Et il y avait d'autres morceaux de la scène qui font qu'on a l'impression que c'est le même endroit, mais c'est pas le même endroit, dans une très vieille usine de sucre qui était dans le nord de la France, qui allait fermer, parce que c'était une usine qui datait du 19e siècle, avec des conditions de travail, on y est allé en repérage ensemble, qui paraissaient vraiment moyenâgeuses, avec des hommes qui tournaient des cuves de mélasse et de betteraves avec une odeur absolument effrayante, des conditions de travail inouïes, mais un endroit qu'on voit dans le film avec toutes ces coursives et les endroits où descendent les petites boules de chewing-gum, et tout ça c'était tourné dans le nord de la France. Donc voilà, on tourne des choses comme ça un petit peu partout, puis après on mélange et on a l'impression que c'est au même endroit. Donc l'extérieur de la synagogue, elle était rue des Rosiers, et puis l'intérieur de la synagogue était dans un studio. Puis il y a eu aussi le carrefour de la rue des Rosiers qui a été reconstitué en studio, pas Absolument. en studio, en décor extérieur, mais reconstruit. Voilà, à Aubervilliers. Bizarrement d'ailleurs, toute cette rue des Rosiers a été reconstituée dans un quartier arabe. Et la deuxième question, est-ce que c'était drôle derrière la caméra? Alors oui, c'était drôle derrière la caméra, et encore une fois, De Funès était très heureux parce que mon père riait comme un dingue derrière la caméra et se mordait les doigts pour pas faire de bruit, pour pas que la prise au son soit gâchée. Donc c'était drôle. Mais bon, au bout, quand on fait la même chose 10-12 fois, c'est devient moins drôle. Mais bien sûr, ce sont des moments magiques quand tout à coup l'étincelle surgit et qu'au bout justement, quelquefois, de la 12e prise, De Funès fait quelque chose qu'il n'avait pas fait avant et qu'on va garder dans le film. Et quand on écrit « Ô Salomon, vous êtes juif », on imagine qu'elle aura cette postérité-là, cette phrase, comme il est là, Monsignor, comme... Sûrement pas, mais on se lit tout à coup des répliques qu'on vient d'écrire, et puis on se les lit, et puis on éclate de rire, et puis c'est terminé, on ne rira plus jamais jusqu'à ce qu'on voit le film en salle, parce que on s'est dit pendant une seconde que c'était drôle, et quelquefois le lendemain on se dit non, c'est pas drôle du tout, on va mettre ça à la poubelle, mais... Et alors là, quand je parle en termes de stylo et de papier et de poubelle, c'était vraiment une époque où on n'a pas d'ordinateur, on est avec du papier et des poubelles, et on met les scènes à la poubelle. Et puis, mais d'ailleurs, tu écris toujours comme ça. Et d'ailleurs, moi j'écris toujours comme ça, j'avoue. Et la scène de la danse, t'imaginais que ça serait le clou du film? Enfin, je sais pas si c'est le clou, c'est un des clous du film. C'est tellement de travail, de la dentelle, c'est la découverte de Ilan Zawi qui était présenté à mon père par Alexandre Arcadi. Voilà, je le mettais en scène Alexandre Arcadi qui lui dit mais il y a un type que tu devrais voir qui fait des danses hassidiques, etc. Donc il est allé voir effectivement Ilan qui avait 23 ans à l'époque et ça s'est construit comme ça. Ils ont travaillé ensemble avec Cosma. Cosma, De Funès a fait des beaucoup répété parce que ce qu'on voit évidemment sur l'écran, c'est
ça a l'air facile, mais il y a une vraie chorégraphie. Oui, il a travaillé pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, mais c'est tellement, c'est de l'artisanat et on ne sait pas, est-ce que tout à coup la magie prend. La magie va prendre. Non, on ne sait pas. Pardon, il y avait des questions. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur. Moi j'avais une question concernant la collaboration avec Gérard Rouy, concernant s'il y a une méthodologie à l'écriture, au scénario, comment vous répartissez les tâches? Est-ce que par exemple vous écrivez plus les dialogues et Gérard Rouy plus le comique visuel, ou est-ce que c'était un échange permanent d'idées, où dès qu'il y avait une idée, une personne la posait sur le papier? Et ma deuxième question, j'en profite, c'était, est-ce qu'une fois le scénario écrit et au tournage, vous laissiez libre cours à de l'improvisation par la proposition des comédiens ou même de nouvelles idées que vous pouviez avoir avec Gérard, ou est-ce que vous restiez très fidèle au matériel original? Alors, plein de réponses. Donc d'abord, non, il n'y a pas de spécialité, il n'y avait pas de spécialité. Ce que Gérard aimait bien, c'était que quelqu'un prenne la plume en premier. Donc c'était Marcel Julien qui faisait ça, puis quand Marcel a quitté l'équipe pour Rabbi Jacob, c'est moi qui ai pris le relais. Donc voilà, rue de Rivoli, extérieur jour, bon. Et puis là, il y a une espèce de débauche de scène, et puis ensuite il reprenait cette scène, il la retravaillait, et puis ensuite on écrivait des dialogues, j'écrivais des dialogues, et puis il les reprenait, il les changeait, et puis on se les lisait, enfin c'est très une osmose vraiment. Donc quand on me demande qui a eu l'idée de quoi, c'est très rare quand je peux répondre. Donc ça c'était vraiment un travail, et ça continue à l'être. J'ai travaillé comme ça avec d'autres aussi, avec les autres metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, donc c'est vraiment un travail commun de ping-pong, de se lire les choses, de les remettre en question le lendemain, de rajouter une réplique, d'en enlever une. Enfin, donc ça, c'est très mélangé. Alors maintenant, ce qui se passait sur le tournage, alors les scénarios étaient très écrits, très minutieusement écrits. Je crois que une scène comme par exemple la fameuse scène Salomon, vous êtes juif, c'est à la virgule près. Je prends ça comme exemple, enfin, en général c'est comme ça, mais bien sûr, là, justement, l'entente et le talent de mon père était si tout à coup il surgissait quelque chose d'imprévu, comme par exemple dans La Grande Vadrouille, quand au milieu d'interrogatoire, avec les deux qui tremblent, là ils ont des chaises qui ont été évidemment montées sur des espèces de mécanismes qui font trembler les chaises pour l'interrogatoire. Donc tout ça est très prévu d'avance, d'où le fait que les scénarios sont tellement minutieux. Mais tout à coup, Bourvil a dit mais moi je suis né en 14, ce qui est vrai. Et donc c'était pas dans le scénario. Et là, tout à coup, ils ont commencé tous les trois, ah là là, 14, la Grande Guerre, enfin bon, il y a tout un dialogue qui n'est absolument pas écrit dans le scénario, et qui était formidablement drôle, et que donc il a l'instinct comme de surtout pas dire couper, et de garder cette improvisation. Donc ça peut arriver, bien sûr. Et puis encore une fois, la manière, je parlais tout à l'heure de la scène de La Folie et Grandeur où De Funès perd la voix, bon ben voilà, là, à ce moment-là, c'est lui qui improvise ce qui se passe. Donc les mouvements sont prévus, puisque le fait qu'il aille dans tel endroit, qu'il ouvre, qu'il ait l'air de chercher la reine dans un placard ou dans un tiroir, enfin ce sont des choses qui, ça, sont prévues, bien sûr, puisqu'il faut le décor qu'il faut, il faut les tiroirs qu'il faut, tout ça est très prévu. Mais ce qu'il fait lui, ça c'est quand même une forme d'improvisation extraordinaire. Monsieur? Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur, quand vous disiez sur l'écriture, vous écrivez, vous jetez ou pas, par rapport aux séquences comiques, en fait j'aurais voulu savoir comment vous faites la différence. Si par exemple vous écrivez quelque chose qui vous fait rire sur le coup, vous disiez qu'après vous n'en riez plus jusqu'à la projection, comment est-ce que vous faites la différence entre
j'ai écrit quelque chose de drôle, j'ai pris du recul sur mon écriture et finalement je trouve plus ça très drôle, ou je trouve plus ça drôle parce que j'en suis lassé, mais en fait ça sera toujours drôle pour la première fois pour quelqu'un qui... Je sais pas si j'ai très bien formulé ma question, je suis désolé, ça c'est... Vous formulez très bien la question, c'est justement la question qu'on se pose toujours, donc on ne sait pas. On ne sait pas. On espère que ce sera drôle et ça aide quand même d'être deux ou même d'être trois parce qu'on se censure, on se dit carrément non ça finalement c'est pas drôle ou est-ce que mais bon mais c'est très mystérieux et on a la réponse en allant dans les salles un an plus tard ou X mois plus tard en entendant les gens rire ou pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre réponse que celle-là. Donc, on est vraiment exactement dans cette question-là. C'est une histoire que tu racontes dans le livre que je trouve, pour ma part, très jolie et très touchante. C'est quand tu dis que tu allais avec Gérard dans les salles, tous les deux tout seuls, écouter les gens rire au film. Oui, c'était à la fois c'est des moments très émouvants, c'est des souvenirs merveilleux, mais c'est des souvenirs merveilleux en effet, comme on l'a vécu l'autre jour en entendant les gens rire. Et justement, c'est une démarche qui est la réponse à cette question qui nous hante. Est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'ils, c'est-à-dire vous, est-ce qu'ils vont rire? Et ça, quand on a la récompense de pouvoir, parce que au théâtre, par exemple, les humoristes, ils testent les gens, ils changent leur spectacle au fur et à mesure en se disant non, ça fait un bide, ou là il faut un petit temps parce qu'il faut donner le temps aux gens justement de rire ou de comprendre la blague. Je veux dire, ça c'est une forme de comique qui est très intéressante, mais qui évolue de soir en soir dans une salle vivante. Au cinéma, une fois que c'est dans la boîte, c'est terminé, donc il faut qu'on attende la fameuse réponse, et ça, ça a un côté terriblement frustrant. Et est-ce qu'on avait des indices par rapport aux techniciens sur les plateaux? Est-ce qu'eux riaient? Est-ce qu'il y avait des... Non, parce que d'abord, si j'ose dire, on n'a pas le droit de rire sur un plateau, parce que c'est... Et un plateau, c'est vraiment un lieu de travail est tellement concentré, et tellement dans la vitesse, dans le temps qui passe, et et voilà, certains d'entre vous qui connaissent peut-être un plateau de cinéma savent à quel point c'est du travail, et chacun est là, et que ce soit vraiment à tous les niveaux des techniciens, que ce soit ceux qui vont mettre les cales sous les meubles pour les monter ou pour les descendre, parce que tout à coup... ou que ce soit en effet de toute l'équipe du chef opérateur, du chef déco, ils sont concentrés sur l'efficacité de ce qu'ils font eux. Donc finalement, le seul qui rit, éventuellement, c'était mon père. C'est pour ça que ça fait tellement plaisir de Funès, parce qu'il y a un sérieux qui est pas du tout en équilibre par rapport à un film comique. Mademoiselle. Mais j'ai la lumière en face. C'était gentil. Ah, c'est moins gentil. Bonjour. Non, l'ambiguïté reste. Oui, je voulais savoir une chose. Je m'intimide. J'avais une question. Voilà, vous disiez tout à l'heure en fait que le scénario faisait de la résistance en quelque sorte quand vous l'écriviez. Et quand vous écrivez un scénario, forcément vous créez des personnages. Est-ce que, au bout d'un moment, ces personnages vous échappent? Est-ce qu'il est arrivé en fait qu'un personnage prenne vie et cesse de faire de la résistance? Ah, bien sûr, sinon on le tue. Ah, mais c'est radical au moins. Si on n'arrive pas à le vaincre, on le tue. Mais en général, oui, il y a un phénomène très intéressant dans l'écriture, c'est quand on a imaginé une scène qui se passe très bien par rapport à la fluidité du récit, et puis que tout à coup, donc elle est juste au niveau du synopsis, c'est-à-dire
plutôt de la construction du scène-à-scène, et puis quand on se met à l'écrire, on s'ennuie, on se dit mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et donc ça c'est un grand signal que peut-être que c'était pas une bonne idée, c'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe. Il y a un moment donné où c'est l'histoire qui a raison, et où on se dit non, si on n'arrive pas à l'écrire, c'est qu'il y a un problème. Donc ça ce sont des moments d'un instinct comme ça, où on se dit on croyait qu'il y avait une scène là-dedans, mais en fait on n'y arrive pas. Et puis enfin, il faut quand même essayer, hein, parce que c'est pas si facile que ça de trouver l'angle et tout ça. Donc quelquefois on mélange, on trouve tout à coup le rythme à la scène, justement par la gestuelle, ou par le fait que quelqu'un d'autre va intervenir, ou que, voilà. Mais ça fait partie des instincts, j'imagine, qu'on doit avoir en tant que scénariste. Et je pense qu'il va falloir qu'on arrête, parce que si on veut avoir le temps de faire quelques signatures. Dernière question. Et peut-être une dernière question, et puis monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il fait nuit, mais c'est qu'ici. Je voulais vous demander plutôt, peut-être vous avez déjà répondu autrement, mais je m'en excuse par avance. Dans quelle mesure le fait d'écrire avec votre père est venu, et dans quelle mesure est-ce que vous y avez trouvé déjà rapidement ou après un plaisir et finalement qui a façonné votre vie de quelle façon est-ce que ça s'est venu, et de quelle façon vous en avez fait votre partie? De quelle façon j'en ai fait Non, pas votre partie. Dans le sens, de quelle façon est-ce que c'est devenu quelque chose d'important pour vous, et comment ça s'est mis en place au début, ça s'est mis en place par son envie de me faire rentrer dans cette équipe d'auteurs. Donc je vivais à l'époque aux États-Unis, donc c'était aussi une manière de me récupérer, de me voir plus. J'étais désolé que je sois parti vivre à l'étranger, donc je revenais travailler en France avec lui. Et puis je pense que ça a été surtout pour moi mon apprentissage de ce métier. Donc c'est une chance folle de pouvoir apprendre un métier en le faisant. C'est comme vraiment c'est un grand privilège. Alors bien sûr il y a l'envers et le fait que tout à coup que j'ai dû avoir une période de patience par rapport à un travail reconnu, dans le sens qu'on me demandait de travailler sur d'autres choses, donc j'ai attendu un petit peu longtemps, mais bon, je l'ai fait avec beaucoup de la sensation que ce que j'étais en train de faire, c'était de participer à des aventures extraordinaires et d'avoir le privilège d'apprendre sur le tas. Donc, et puis je me suis laissé prendre au jeu, j'ai aimé ça, j'ai eu l'impression que je rentrais en possession d'un métier, même si on ne sait jamais ce qui va se passer dans ce métier, et si on réussit ou pas. Comme toutes les marches artistiques, on ne sait jamais très bien où ça va quand on le fait, mais en tous les cas, j'ai appris ce métier avec lui, et puis après, c'est devenu mon métier. Mais ça a été une démarche très rare finalement. Je ne suis jamais allé dans une école de cinéma, j'ai juste appris en écrivant les scénarios. Et dès La Grande Vadrouille, tu as senti que tu étais faite pour ça? Oui, je pense aussi que d'abord j'ai senti que j'aimais ce travail d'imagination, de construction, d'équipe, déjà d'équipe d'écriture, que ce soit un duo ou un trio. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis c'est vrai que la dynamique du succès, c'est quelque chose de très étrange, parce que quand un film, tout à coup, sur lequel on a beaucoup travaillé, même si à l'époque les gens ne savaient pas ce que je faisais, mais on avait beaucoup travaillé sur ce scénario de La Grande Vadrouille qui était balèze. Hein. Et donc, tout à coup, le film part et devient un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma. Bon,
C'est encourageant. donc voilà, c'était parti comme ça. Merci. Merci beaucoup Daniel, merci à vous. Et donc on se retrouve à la librairie pour la boutique de sport pour la communauté. Merci beaucoup Daniel Thompson, merci Jean-Pierre.